Devant la violence des combats, l'assassinat du président de Rwanda, France-Afrique. Là où des avancées. Le problème des liens de La France approuve des réfugiés. Une autre oreille sur la politique africaine de la France. Pour une raison qui me paraît aller de façon générale, parce que, disons, les représentants de ce pouvoir c'est que les Africains s'entendent entre eux. Et nous voulons avoir l'occasion. En Afrique noire, il y a le suffrage universel. Le suffrage universel. Vincent Ouattara, qui arrive du Burkina Faso il y a une quinzaine de jours, qui est enseignant à l'université de Koulou et qui a entre autres écrit ce livre, dont une première mouture avait été publiée en 2007. Cette deuxième mouture augmentée et publiée il y a quelques mois à peine, en 2014, qui s'appelle donc L'art Compaoré, politique, crime et gestion du pouvoir. Ce pourquoi on a voulu faire cette soirée, nous en tant qu'asso qui luttons contre le système néocolonial français qui soutient beaucoup de dictatures, c'est un peu une victoire, même si c'est pas nous qui avons fait tomber Compaoré, mais ça fait quand même plaisir de voir qu'un peuple se soulève et balaye son dictateur, soutenu par la France. Du coup, nous en tant que Français, c'est quoi le lien qu'a notre pays et ses institutions et ses pouvoirs avec ce régime-là? Et donc on pense que c'est intéressant d'avoir un éclairage de terrain, de quelqu'un qui connaît bien les rouages politiques locaux, etc. Et puis en essayant en permanence d'essayer de voir dans quoi la France est impliquée là-dedans. Pour ceux qui ne connaissent pas Survie, on a tout un tas de bouquins là-bas, il y a aussi des brochures gratuites. Et puis on a piqué le chapeau de Vincent pour faire un chapeau de soutien. Voilà, pas plus de 50 € chacun, si possible. Alors bonsoir, j'espère que mon chapeau va vous porter bonheur. Alors je me réjouis d'être ici à Toulouse et je tiens à remercier l'association Survie qui œuvre beaucoup dans le domaine de l'éveil des consciences pour comprendre les phénomènes qui sont en cours dans notre pays, notamment les relations franco-africaines et aussi la gestion de nos États par nos différents responsables qui ont des accointances avec certains politiciens occidentaux qui entretiennent ce régime de néocolonialisme aujourd'hui. Alors, je vais donner une information qui est connue. Le 30 octobre, il y a un soulèvement populaire dans mon pays, le Burkina Faso. Et le 31 octobre, le président Blaise Compaoré rend sa démission et est conduit hors du territoire. Quelles sont les forces qui ont contribué à la chute du dictateur? Quelle est la gestion de Compaoré que un acteur de la scène a appelé la Compaorose? Quelles sont les perspectives et quel est le rôle de la France? Ce sont autant de questions que nous sommes amenés à nous poser. Pour répondre à ces questions, il est aussi important d'interroger l'histoire, parce que l'histoire est claire pour comprendre le présent. Nous avons connu des événements un peu similaires, et c'est pourquoi ce questionnement est important. En effet, le 3 janvier 1966, le Burkina Faso a connu son premier soulèvement populaire. Beaucoup de personnes sont sorties et ont mis fin au régime présidentiel du premier président de notre pays, qui est Maurice Yamego. Mais qu'est-ce qui a amené les forces sociales à se lever contre le régime de Maurice Yamego? C'est la mauvaise gestion budgétaire. À cette époque, il faut vous dire, les partis politiques n'étaient pas assez constitués. C'était dû au fait qu'on est passé d'une situation de multipartisme à une situation de monopartisme après les indépendances. Beaucoup d'acteurs politiques ont été contraints à l'exil. Donc pendant le soulèvement, les référents politiques étaient maigres. Alors le peuple s'est tourné vers l'armée pour demander à l'armée de prendre ses responsabilités. Donc vous verrez que, au fur et à mesure qu'on va faire l'exposé, qu'on assiste à une situation un peu qui est similaire le 30 et le 31 octobre. L'armée a pris le pouvoir et a demandé un temps de transition. Comme aujourd'hui aussi, nous sommes dans un temps de transition. Le temps de transition devait durer 4 années
pour restaurer l'ordre constitutionnel. Cela a été fait en 1970 avec l'avènement de la Deuxième République. Mais le hic, c'est que les acteurs politiques n'ont pas pu prendre les devants de la scène pour marquer leur présence, si bien que le président Lamizana a continué à diriger le pays pratiquement jusqu'en 1980, le 25 novembre 1980, avec Saïd Zerbo qui met fin au régime de la Troisième République. Alors, nous sommes rentrés dans la période de la Révolution d'août avec le président Thomas Sankara, et en 1987, notamment le 15 octobre, met fin à cette révolution qui était porteuse d'espoir. Parce que au niveau endogène, il y a eu l'impulsion d'une certaine dynamique dans certains secteurs du développement, notamment dans l'artisanat, dans le rôle des femmes dans le domaine du développement, dans la consommation des produits locaux, et j'en passe. Alors, le 15 octobre, on va donc assister à l'ère Compaoré qui a duré 27 ans. Alors, j'ai commencé mon exposé par la chute de Blaise le 30 octobre, et donc pour vous rappeler que Blaise totalise un peu plus de 27 ans de pouvoir. Mais qu'est-ce qui a donné la force à un tel président de durer? Depuis que ce pays existe, on n'a jamais connu un président qui a aussi duré au pouvoir. Il faut vous dire que les assises politiques de Blaise, c'est la chefferie traditionnelle, c'est les réseaux, notamment les réseaux mafieux, avec le trafic du diamant de l'Angola, de la Sierra Leone. On sait que 40% du diamant de la Sierra Leone transitait par le Burkina et que en 2000, il y a eu plusieurs fois des interpellations du gouvernement burkinabé par rapport à sa politique mafieuse là avec le gouvernement en Angola, avec Sambibi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce gouvernement avait, à n'en pas douter, le soutien de la France. On le sait déjà dans les années 80. Vous savez, 1980, Samuel Doe arrive au pouvoir au Libéria par un coup d'État sanglant. Dans la sous-région, la géopolitique va changer. Progressivement va se constituer à partir de 85 ce qu'on appelait à l'époque la Ligue francophone qui réunissait la Côte d'Ivoire, le Burkina et aussi il y avait des relations qui étaient contre nature, la Libye, etc. pour pouvoir un peu destituer Samuel Doe. C'est ainsi que va se constituer un peu en Côte d'Ivoire le parti de Charles Taylor. Charles Taylor qui était reconnu sous le nom de Super Glue, qui est un ancien qui a quitté les Bagnats aux États-Unis et qui se retrouve là, et qui était la manne pour le président Houphouët-Boigny qui voulait mettre fin au régime de Samuel Doe parce que ce pays partage les mêmes groupes ethniques avec le Libéria et déjà à la frontière ivoirienne, il y avait des conflits interethniques qui étaient à l'ordre du jour. Et aussi, Houphouët-Boigny ne voulait pas évidemment que des militaires puissent s'installer autour de son pays. Alors, vous le savez, certainement vous avez vu pas mal de films, comment François Mitterrand et d'autres acteurs de l'époque vont contribuer au départ de Thomas Sankara. François Mitterrand lui-même l'a dit, c'est un petit qui dérange. Alors donc, nous avons vécu cette situation qui constitue donc l'une des forces du régime Compaoré. Il y a aussi l'émergence de cette catégorie de nouveaux riches, qui sont des hommes d'affaires, qui constituent les cercles, en fait, moi j'appelle les cercles du pouvoir. Il y avait des hommes traditionnellement qui occupaient les secteurs du transport, de l'immobilier. On va faire émerger une nouvelle catégorie de commerçants qui va concurrencer avec cette catégorie traditionnelle-là pour les chanter, afin qu'ils puissent contribuer, ils puissent prendre la carte du parti, financer le parti, etc. Donc c'est devenu une pieuvre géante qui a pris pratiquement les différents secteurs de l'économie nationale. Donc quand on regarde les cuirs et peaux, on sait que c'était la belle-mère nationale, l'immobilier qui n'était pas son domaine, finalement elle s'est accaparée de l'immobilier, les hydrocarbures, on voit les tenants du pouvoir qui ont des camions citernes qui transportent le carburant. Donc le président Compaoré a pu donc élargir son assise sociale en prenant en compte l'économique. Maintenant il y avait la terreur, notamment dans les années 90. Il ne faut pas oublier cette période. À Ouagadougou, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Dans les années 80, il y avait ce slogan, si tu fais, on te fait. Ça veut dire que on tue et il n'y a rien. Et les gens étaient avec. Mais en même temps, il y a des acteurs de la société civile qui vont prendre les devants pour dire non. Il y aura des manifestations, surtout après la mort de Norbert Zongo. C'est ainsi que l'assise du pouvoir, les différentes assises du pouvoir vont commencer à être inquiétées par des organisations de la société civile. Au début des années 2000 déjà, le gouvernement a dû reculer en faisant des réformes au niveau même constitutionnel.
le nombre de mandats passe à 2 d'une durée de 5 ans chaque. Donc c'était comme un consensus autour d'une réforme suite à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons. Mais voilà que le président va remettre tous ces acquis-là en cause, en demandant une réforme de l'article 37, notamment l'article qui devait lui permettre de continuer à gouverner le pays encore pendant 15 ans. Tous les acteurs de la société civile n'étaient pas de cet avis. J'accuse les présidents africains d'être des fachos, des faillots, à la solde de l'Occident, des collabos, entre ceux qui ne veulent pas l'indépendance, ceux qui refusent l'unité. Je me demande encore tous les jours comment me sortir de ce merdier. J'accuse les pays membres du Conseil de sécurité de semer la zizanie dans nos pays sous-développés. Pompiers pyromanes, ils vendent des armes, ils sèment la mort, ils sèment des génocides. Ensuite on vient les condamner. J'accuse la Belgique d'avoir tué Lumumba, non content de nous ruiner, comme des chiens on nous abat. Leader indépendant, le colon il n'en veut pas, il va envoyer son frère le descendre. On a vu Sankara. On a vu Sankara. L'élément nouveau sera à mon avis l'émergence d'une société civile nouvelle avec des méthodes de lutte nouvelles. La société civile qui existait avant, principalement dans le cadre des luttes, c'était le collectif des organisations démocratiques et de partis politiques et le collectif contre la vie chère, qui ont battu le pavé pour avoir des réformes au niveau constitutionnel et aussi qui ont joué un rôle d'éveil des consciences. Et cette nouvelle société civile qui va venir va être constituée de quoi? Majoritairement de jeunes qui vont utiliser, quand je parle de nouvelles méthodes de lutte, c'est quoi? Ce sont les réseaux sociaux, ce sont des meetings devant des entreprises pour exiger l'amélioration des conditions de vie. C'est aussi en même temps entreprendre des actions d'intérêt public. Par exemple, balayer des coins de rue, planter des arbres. Donc, les méthodes de sensibilisation et d'action étaient différentes par rapport à cette génération-là qui a apporté sa partition. Donc, là, sur l'échiquier national, les organisations qui vont beaucoup s'affirmer, il y a le Balai citoyen, il y a le collectif anti-référendum, de Hervé Ouattara, il y a l'organisation qui est dirigée par le professeur Marius Ibriga, qui est aujourd'hui d'ailleurs nommé pour s'occuper des crimes économiques. Il y a une organisation aussi des femmes pour la défense de la Constitution. Donc, les femmes vont jouer un grand rôle dans ce processus-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas vu avant des forces de la société civile se mobiliser tous ensemble autour d'un certain nombre d'idées consensuelles. Alors, ici, ce qui a réuni tous les acteurs de la société civile, c'est non à la modification de l'article 37, non au Sénat, non au référendum. Ces éléments constituaient une sorte de plateforme pour action minimum. Il fallait donc agir sur cette base-là. Et ce qui est intéressant, c'est que cette plateforme minimum est partagée également par les acteurs de la vie politique. Les acteurs de la vie politique, notamment réunis autour du chef de file de l'opposition. On a vu donc que les acteurs de la société civile et les partis politiques de l'opposition vont tous se fédérer autour d'une idée commune, alors qu'avant, chacun était dans sa chapelle. Donc c'était devenu une force qui pouvait aller contre le gouvernement de Blaise Compaoré. Alors il y a un élément aussi important qui va contribuer donc à accélérer les choses. C'est au mois de janvier la rupture avec le CDP par des militants qui sont connus et qui constituent des poids lourds du parti, notamment Roch-Marc Christian Kaboré, Salif Diallo et Simon Compaoré. Donc on assistait pratiquement à une situation révolutionnaire où il y avait la crise en bas et où en haut aussi il y avait une crise qui était ouverte entre les leaders. Donc le soulèvement était prévisible. Mais comme nous ne sommes pas dans un schéma classique où c'est un parti qui a fait tout ce travail avec des objectifs stratégiques clairs, il était difficile pour les partis politiques éventuellement de l'opposition de prendre les devants de la scène. Donc il fallait que chacun regarde pour ne pas écorcher certaines sensibilités. C'est ainsi qu'on a pu faire cette unité d'action qui a conduit donc à la démission de Blaise Compaoré le 31 octobre.
J'accuse toute l'Afrique d'irresponsabilité chronique. Nos présidents, nos dirigeants d'être égoïstes et cyniques. Ils veulent du pouvoir, encore du pouvoir, tout le pouvoir. Une fois au pouvoir, promet des choses sans le pouvoir. Ils ont vendu l'Afrique, ses richesses et même ses plages. Ça signe des pailles, des accords, est-ce qui m'enrage quand tu vas dans une banque? Si elle est bien, c'est qu'elle est étrangère. Tu te crois indépendant, rêve, c'est le colon qui gère. Gère même la monnaie dans les coffres de la Banque de France. Gère même notre or dans les coffres de la Banque de France. Voilà pourquoi on dévalue, voilà pourquoi moi j'évalue. Mes chances à zéro, je me libère et j'évolue. Je me libère et j'évolue. Après, il y a eu une situation, je dirais, de désordre. On ne comprenait plus qui commande, qui dirige le pays. Le président a déclaré qu'il dissout le gouvernement. Bon, il ne se prononce pas pour sa démission. Et entre-temps, il y a des pressions. Il se prononce pour sa démission. Le général Nabéré Honoré prend les devants pour se proclamer président. Et après, Nabéré Honoré est désavoué. Et par la suite, c'est le colonel Yacouba Zida qui est présenté comme l'homme qui doit mener un peu cette transition. Il faut vous dire qu'il y a eu à ce niveau-là beaucoup de débats. Il y en a qui considèrent qu'il ne fallait pas demander à l'armée d'intervenir. Voilà. Alors que non, la population scandait au moment des manifestations, demandait que l'armée intervienne. Mais il y avait plusieurs noms qui étaient prononcés. Dans la foule, il y avait le nom d'un ancien général qu'on appelle le général Kwame Lougué, qui est à la retraite. Bon, on demandait que ce soit lui qui prenne les devants. Et par la suite, on n'a pas compris. Il y a eu, après Nabéré, après il y a eu le colonel Zida, etc. Bon, Balai Citoyen a joué un grand rôle dans l'affirmation du colonel Zida avec les différentes organisations de la société civile qui étaient avec eux devant l'état-major. Bon, la chose n'est pas partagée par tout le monde de la même manière. Donc, ça reste une question qui est sur la table. On débat, il y a différentes positions. Alors, maintenant, nous avons une transition qui est assurée par un chef d'État, qui est Michel Kafando. On a un premier ministre, qui est Yacouba Zida, le lieutenant. Et en même temps, il a aussi le portefeuille de la défense. Et où aussi il y a eu des inquiétudes, c'est le fait qu'au niveau de Yacouba Zida, il y a eu comme une récupération un peu du discours des acteurs de la société civile. Parce que quand il y a eu le coup, les acteurs de la société civile n'ont pas été tendres avec les organisations africaines et avec l'Union européenne. Alors, Yacouba Zida, pour se faire accepter, je crois qu'il a abonné dans le sens de ce que voulait la population en s'attaquant aux éléments essentiels que les gens ne veulent pas. Donc, notamment les corruptions, etc. Mais les militaires ont occupé 4 ministères clés et ce qui est normal que des gens s'inquiètent. Voilà. On a demandé qu'il y ait des civils. Bon, les civils, bien sûr, sont là. On a dit que c'est quelque chose de consensuel. Mais quelque part, au sein des organisations de la société civile, il y a comme, pour certains, un goût d'inachevé, comme si on leur avait ravi un peu cette révolution. C'est une question qui reste posée. Mais, avec les déclarations faites récemment, notamment d'ouvrir l'autopsie de la tombe de Thomas Sankara, de lutter contre les crimes économiques et d'arrêter les dirigeants des entreprises qui ont détourné des fonds, cela a amené un peu de baume dans les cœurs. Donc, on espère que le gouvernement en place va aller au-delà des promesses pour que vraiment les choses puissent se réaliser et que les gens sentent que le droit a fini par dire son mot. Maintenant, comment Compaoré a pu quitter le Burkina Faso? C'est là aussi toute une question. On sait que depuis le Canada, le président François Hollande a dit qu'il a aidé à exfiltrer. Qu'est-ce que ça veut dire exfiltrer un chef d'État? Est-ce qu'il y a des accords militaires qui stipulent que lorsque le chef d'État est en difficulté au Burkina Faso, la France puisse l'exfiltrer? Je ne crois pas. Bon. Donc, il a été exfiltré à bord d'un aéronef français, à partir des forces françaises qui sont stationnées au Burkina Faso. Et c'est aujourd'hui même que certains apprennent qu'il y a un contingent de plus de 300 hommes qui sont stationnés au Burkina Faso. Alors qu'il y a eu en son temps, au niveau de l'Assemblée nationale, une communication orale d'un député qui s'inquiétait par rapport à la présence française au Burkina Faso. On n'a pas donné de réponse. On a dit que c'était tout juste dans le cadre des accords de coopération, mais ce n'était pas dans le cadre d'installer une base au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, on se rend compte que si on a désavoué le premier président du pays, qui est Maurice Yamégo, pour sa gestion gabégique des ressources de l'État,
quand même, on peut lui reconnaître le fait qu'il a refusé l'installation des bases militaires françaises au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est comme si c'était un recul. Et je ne sais pas ce que ça veut dire pour nous, cette présence. Ça s'expliquerait par le fait qu'il y ait des mouvements terroristes dans le Sahel. Donc, quelque part, il y a de l'inquiétude que nous devons avoir. Si on dit non à cette présence, qu'est-ce qui prouve qu'on ne peut pas nous faire sortir des soi-disant terroristes pour justifier cette présence, cette main tendue? Il m'a tout l'air qu'il y a une stratégie d'action qui est bien dessinée, bien faite pour le Sahel. Et que les Français savent, et les Américains également, parce que aujourd'hui l'assistance militaire américaine est très forte aussi au Burkina, ça il faut le dire, entre parenthèses. Donc il y a une entente pour contrôler la région du Sahel avec des acteurs. Et Blaise Compaoré faisait bien l'affaire avec son homme de main qui est Gilbert Diendéré, qui était le chef d'état-major particulier de la présidence. Et si vous avez pu le remarquer, c'est le monsieur qui libérait toujours les otages. Quand il y a des prises d'otages, il y a eu des Italiens, des Espagnols, c'est lui qui sait où se trouvent les otages, c'est lui qui négocie. Et chaque fois, moi je l'ai constaté dans les négociations, lorsqu'on amène les otages, il est habillé en treillis, c'est-à-dire qu'il est sur le champ de combat. Et donc, il est devenu comme l'homme de référence. Mais ce qui est quand même un peu contradictoire, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus l'homme de la situation. On sait que le confrère Lazarevich a été libéré avant-hier. Voilà. Donc, ce qu'on nous faisait croire, on nous a fait cette peur-là aussi, cette idéologie de la peur constante pour justifier en fait cette présence, que si Blaise n'est pas là, toute la sous-région va s'embraser, c'est lui seul qui connaît les réseaux terroristes, c'est lui qui connaît, etc. Et si les Français ne sont pas là avec lui, le Burkina sera en danger parce qu'il y a les Touaregs qui ont des prétentions sur la région de Djibo, etc., etc. Donc, visiblement, la position de la France et aussi des responsables français mérite quand même des réflexions. Cette pratique, il faut que ça cesse dans nos pays. Flatter les présidents, les amadouer, pour avoir des positions, pour avoir des marchés, et en définitive, lorsqu'ils sont chassés par leur peuple, on ne sait plus qu'en faire. Leur destin, c'est l'exil, la prison ou la mort. On a vu que la plupart des dictateurs africains finissent de cette façon. Donc moi je vais terminer mon propos pour dire qu'il y a lieu que les peuples africains, et burkinabés notamment, travaillent ensemble à l'éveil des consciences, à changer la coopération. Parce que le monde a changé. L'Afrique d'hier n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Il est bon que s'arrête certains clichés qu'on a des Africains. Parce que quand il y a des petites manifestations, on fait l'effet amplificateur pour montrer comment des gens irresponsables sont en action. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs lorsqu'il y a eu les manifestations. On commençait à montrer comment les jeunes sont en train de tout brûler, ils sont en train de tout détruire. Mais c'est tout, c'est la catastrophe. Mais on oublie qu'il y a eu 27 ans de dictature, 27 ans de violence silencieuse qu'on a fait à des populations et des gens qui sont allés dans des centres psychiatriques parce qu'ils sont désespérés. Ils ne se retrouvent plus dans cette société. Donc, je pense que c'est aussi de notre devoir moral d'interpeller qu'il faut qu'on change. Parce qu'il ne faudrait pas que l'ennemi du peuple africain soit le français qui n'est pas le français d'en haut. Le français simple, il n'a rien à voir avec cette histoire. Il aimerait que tout se passe bien. Mais il faudrait donc que nous puissions agir dans ce sens en interpellant nos parlementaires, en jouant notre rôle d'éveil, comme le fait Survie, et comme tous ceux aussi qui écrivent le font, pour que vraiment il y ait un changement dans les relations franco-africaines et burkinabé en particulier. Je vous remercie. C'est l'insurrection. C'est l'insurrection. On va commencer les échanges. Ouais. Vous avez dit que le mot d'ordre unitaire, c'était contre le référendum, contre la modification de la Constitution et contre le Sénat. Et en fait, je n'avais pas entendu parler de Sénat. Donc, si vous pouvez préciser. Ok. J'aurais aimé que vous reveniez un petit peu plus sur qui a été impliqué
dans les mouvements récents. Est-ce que finalement c'est une révolution de Ouagadougou? Est-ce qu'il y a eu des impacts communs? Vous avez beaucoup visité à Ouagadougou. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à Bobo et ailleurs dans le pays? En sachant, à l'occasion de tout le règne de Blaise Compaoré, des situations assez critiques qu'il y a pu y avoir entre les peuples de l'Ouest et les peuples du plateau central. Oui. Quels sont les différents scénarios auxquels on peut s'attendre sur la suite et surtout quelles cartes risque de jouer l'impérialisme français? Il y a déjà le risque, la menace terroriste que vous avez déjà évoquée, mais qu'est-ce qu'on peut anticiper? Ne pensez-vous pas que pour solutionner ce problème justement de souveraineté, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a deux choses essentielles? Il faut que les gens écrivent la Constitution, surtout tous les pays colonisés par la France ont une Constitution de type gaulienne. C'est ça. Et est-ce que vous ne pensez pas que cette Constitution, si elle était écrite par les citoyens tirés au sort, est-ce que ce ne serait pas la garantie d'être en démocratie? Deuxième chose, est-ce que vous ne pensez pas que le fait que le Burkina est une monnaie franc CFA, qui est une monnaie dette, le franc CFA existe par un crédit bancaire, toutes les monnaies sur la planète. Est-ce que vous ne pensez pas que si le Burkina s'est doté, je sais que Vincent Sankara y avait pensé, d'un type de monnaie qui ne soit pas issue d'un crédit bancaire, la monnaie créée par le crédit bancaire n'a aucune considération de la souveraine. D'accord, merci. Donc le dernier peut-être, voilà. C'était une contribution. D'accord. C'était par rapport à la position de la France par rapport à l'Afrique. À mon niveau de compréhension, moi je pense que le peuple africain, aujourd'hui le peuple local, il est plus que victime d'une politique qui, dans les années des indépendances, mettait un système international en place, c'est-à-dire le système des Nations Unies. Toute l'Afrique était presque sous une colonisation. Et que la culture de ces États, la notion traditionnelle de ces États n'a pas été prise en compte avant la mise en place du système démocratique. Et aujourd'hui, on pousse les États africains à appliquer la démocratie. Et chez nous, nous n'avons pas des États-nations. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple la Guinée ou la Côte d'Ivoire, vous pouvez retrouver plus de 30 à 40 ethnies dans une région. Et de l'autre côté d'un autre pays, tout près, vous retrouvez ces mêmes ethnies. Est-ce qu'il faut aujourd'hui réviser ce système international? L'indépendance commence par la culture. Et la langue sort de la culture. Aujourd'hui, tous les pays francophones ont la langue officielle, c'est la langue française. Je me pose la question, où est l'indépendance? D'accord. Donc, je vais tenter de donner des éléments de réponse. Vous avez donné plusieurs éléments et on est là pour se donner des idées. Concernant les ethnies, effectivement, le continent africain a plusieurs ethnies. D'ailleurs, c'est une aberration que de dire que l'Africain est comme ça, ou bien l'Afrique est comme ça. C'est une vision ethnologique qui est dépassée, où on avait essayé de caractériser l'autre dans sa globalité géographique par rapport à son existence. Les ethnies ont été freinées dans leur évolution. On sait que la conférence de Berlin en 1884-85 a décidé de partager le continent africain aux différentes puissances impérialistes de l'époque. C'est avec la guerre après mondiale qu'on a revisité un peu en fonction des gagnants et des perdants. Ça veut dire que nous sommes piégés toujours par l'histoire et on nous classe du côté soit des vainqueurs ou bien des vaincus. C'est une réalité. C'est d'ailleurs pourquoi on n'a pas eu des nations qui se sont formées en tant que telles. Mais si vous prenez déjà à l'époque des empires, vous verrez qu'il y avait de grands ensembles qui commençaient à être constitués. Alors, le problème des ethnies, c'est vraiment un problème en Afrique. Au Burkina, nous avons les mêmes groupes ethniques avec la Côte d'Ivoire, le Mali, et bon, pratiquement tous ceux qui sont à la Guinée. Mais après les indépendances, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu que si on devait révisiter ça allait être explosif. Alors, au niveau de l'Organisation de l'Unité africaine, en 1963, on a décidé du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation pour préserver une sorte de paix entre les États. Même ça, il y avait des problèmes encore, parce qu'il y a des États qui remettaient en cause les tracés. Tout comme chez nous, le problème s'est posé avec le Mali, avec le Bénin. Bon, ça c'est même l'année dernière, je crois, ou bien il y a 2 ans de cela, qu'on a essayé de résoudre en portant la question devant les organisations internationales, la justice internationale. La question des ethnies, c'est une question délicate. Dans certains pays, le problème ethnique n'est pas poussé, mais dans d'autres, la question reste posée.
Donc il faut, de mon point de vue, un peu faire attention parce que aussi les médias occidentaux utilisent la thématique ethnique pour montrer en fait des peuples qui n'ont pas de futur, d'avenir. Et montrer que en fait c'est le poids de l'ethnie intégré dans notre subconscient qui fait qu'on agit d'une certaine façon de fois violente. Ça, ce sont des visions dépassées évidemment. Mais aujourd'hui, nous devons être conscients de l'histoire, prendre en main certains faits. Pour remettre en cause certaines données, notamment dans le domaine ethnique, on a vu que déjà, ça conduit deux fois à des formes d'escalade de la violence. Comment revisiter des tracés pour prendre en compte des ethnies qu'on partage avec l'autre, c'est très difficile. Il faut plutôt, à mon avis, tendre vers la formation de grands ensembles, où on s'accepte dans la pluralité et dans la diversité. C'est ça qui va constituer notre richesse et notre force, plutôt que dans des États qui sont morcelés, petits, et qui n'ont même pas suffisamment un marché pour stimuler la consommation et la croissance. Donc, par rapport aux ethnies, c'est ce que je peux dire. Par rapport à la langue, c'est le domaine de la culture par excellence, et l'indépendance des nations s'exprime aussi à travers leur culture et leurs langues. En Afrique, d'abord, si on va très loin dans l'histoire, l'Afrique était considérée par de grands penseurs comme une terre sans histoire. Hegel l'a dit. Quand a été pire, quand il présente l'homme noir comme étant un homme à l'état de nature frivole, paresseux, mou, il y a plein d'autres auteurs qu'on peut citer qui ont donné cette vision caricaturale, dépassée de l'Africain qui le réduit vraiment à rien. Et ça a servi l'entreprise coloniale pour dire que, mais en fait, il faut qu'on aille civiliser des gens. Et en voulant civiliser, il faut imposer notre culture, notre façon de voir. Donc, on a vu qu'il y avait des idéologies qu'on appelait les idéologies de nivellement culturel. On a commencé à dire, vous tous, vous allez être comme nous. Et à l'école primaire, il y avait les livres là, nos ancêtres, les Gaulois. Et nos parents qui ont été à l'école, c'est ça qu'ils lisaient. Comment voulez-vous maintenant, quelqu'un que vous avez dit que son ancêtre est Gaulois, et maintenant vous venez lui dire que vous n'avez plus besoin de lui en France, ça pose un problème. On a révisité les choses par la suite. Donc, dans les situations multilinguistiques, qu'est-ce qu'on a préconisé comme politique linguistique? C'est l'institution d'une langue officielle nationale qui est la langue du colonisateur, pour essayer de résoudre la diversité et la multiplicité linguistique qui se posaient dans ces pays. Ce n'est pas la bonne option, mais c'était ça qui était consacré. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec le français ailleurs, le Portugal, etc. Maintenant, il y a des expériences intéressantes ces dernières années, où il y a des tentatives de valorisation des langues nationales. Pas seulement le Wolof. Même qu'au niveau africain, on a réfléchi pourquoi ne pas avoir une langue. On avait pensé au Swahili. Donc il y a des démarches. On a vu qu'avec Thomas Sankara, il a beaucoup mis l'accent sur l'alphabétisation. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque des ressources et la responsabilisation de nous, dirigeants, pour vraiment investir dans ce domaine-là. Parce que quand on alphabétise quelqu'un, il faut bien qu'il ait toujours de la littérature à lire, qu'il ait accès à des médias où on parle dans sa langue, où il peut écouter beaucoup de choses. Mais si ça ne s'est pas accompagné, la personne retombe encore dans l'analphabétisme. Donc, à ce niveau-là, véritablement, c'est à nous d'être conscients et de prendre en main notre destin pour oser inventer, comme le dit Sankara, l'avenir. Donc, il faut qu'au niveau des politiques culturelles, on ne se limite pas seulement à montrer des groupes folkloriques, folklorisantes. Il faut aussi qu'on s'attaque à des problèmes qui sont véritablement des problèmes d'identité culturelle. Burkina Faso, tour de choses incorrectes, tour de gapanettes, tour de malhonnêtes, au pouvoir c'est sinistre. 750 millions volés par le ministre. L'argent du voleur n'a pas d'odeur, pour 30 millions est prêt à vendre son âme d'opposant. Les âmes de pauvres gens, l'âme du paysan. Fuck ta politique qui vole la République. Fuck la France-Afrique, toute sa cliquaille. La France de Chirac joue la flicaille. Ça fait 20 ans qu'on voit les mêmes qui gouvernent, les mêmes gouvernements, les mêmes détournements. Indépendance sera, mon copain me toquera, liberté sera là. Douce bébé Kassila, quante Domina, quante Jimina, Diakruma Luto, me banana, c'est que l'homme peut rien là. Commandant Tony, pour les révolutionnaires, on ouvre un président. Koluba est milliardaire, quoi qu'on voit, l'émission, y'a pas qu'à en faire. Comment comme on remis pas qu'à foum foum foum. Et le pire de tout ça, c'est qu'ils veulent faire passer le sans intérêt pour nos propres intérêts. Dans ce pays-là, tout le monde veut être douanier. La politique du vote, c'est l'idéal. C'est le management. Tu restes au pouvoir, tu veux mourir au pouvoir. Tu peux t'en aller par la porte pendant qu'il est en content. Sinon, un jour, tu t'en iras par la fenêtre et dans le vent. Burkina Faso. Tour de politiciens qui font des alliances bidon façon. Et pour terminer votre dernier élément, vous avez dit qu'il faut la révision de l'ordre international. C'est une question qui est à l'ordre du jour, pas seulement en Afrique.
Parce que, au temps de la SDN, on a vu qu'à un moment donné, la SDN était malade. Ne pouvait même pas répondre aux exigences de notre monde. Ça ne correspond plus à la réalité, au contexte d'évolution du monde. Mais aujourd'hui, il est évident qu'il faut un changement de l'ordre international. La question se pose, je reste optimiste, peut-être nous allons évoluer vers ça, parce que les consciences quand même, beaucoup de gens commencent à comprendre pas mal de choses. Et des voix s'élèvent de plus en plus, tant du côté du Sud que du Nord, pour dire qu'il faut cette révision. Pour le Sénat, en fait, la constitution du Burkina prévoit une deuxième chambre, qui est le Sénat. Il faut vous dire en passant que l'un des pères fondateurs de cette constitution, c'est Edmond Jouve, qui est le constitutionnaliste français. Au début des années 90, quand Blaise Compaoré était en mal dans sa gouvernance, déjà on voulait faire des conférences nationales souveraines, il a été malin à l'époque. Il a vite demandé qu'on fasse une nouvelle constitution qui va consacrer l'avènement de la 4e République. Et Edmond Jouve a été consulté. Il a travaillé avec d'autres organisations de la société du Burkina, de la société civile, et cette constitution est née. Dans cette constitution, qu'est-ce qu'on retrouve? Multipartisme, Sénat, première chambre, deuxième chambre. On retrouve élection au suffrage universel, liberté de la presse, tous les ingrédients qui sont propres aux différentes constitutions dans les pays développés. À l'époque, je me souviens, ils ont dit, est-ce que la deuxième chambre ne sera pas coûteuse pour un pays qui est pauvre? Et Edmond Jouve avait dit, vous pouvez même être satisfait parce que c'est une première, etc., pour dire que c'est bien cette deuxième chambre. On a commencé à essayer. On s'est rendu compte que c'est coûteux. Et entre-temps, il y avait un constitutionnaliste burkinabé, d'ailleurs, qui est actif dans le mouvement, qui a été actif pour le débat, c'est Augustin Loada, du Centre pour la gouvernance démocratique, qui a dit que c'est budgétivore. Mais la Constitution quand même prévoit ça. Aujourd'hui, le président a vu que s'il soumettait le projet de réforme constitutionnelle, de modification de l'article 37 au Parlement, il n'aurait pas la majorité. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a essayé de ressusciter cette histoire du Sénat, où il va mettre des acteurs qui seront acquis. Et maintenant, en ce moment, si le dossier n'est pas tranché au niveau du Parlement, on va le remettre au Sénat qui va prendre la décision pour en fait l'accompagner dans sa gouvernance. C'est ainsi que les gens ont dit, on n'est pas d'accord, il y a eu tout un débat là-dessus. Il faut tenir compte du fait que l'homme veut transformer un peu la situation pour perdurer au pouvoir. Donc c'est ça qui est la question du Sénat. Les mouvements, il faut vous dire que c'est pour la première fois, véritablement, qu'il y a eu un soulèvement qui a réuni autant de monde et autant de villes. Moi, j'étais à Koudougou, j'ai participé à la marche à Koudougou. Il y avait un monde, même à Koudougou, fou, vraiment, c'est incroyable. À Bobo-Dioulasso, on n'en parle pas. Banfora, Waïgouya, toutes les villes. Et ça aussi, c'est ce que je disais au début, il y a eu un travail de sensibilisation, de mobilisation des acteurs de la société civile. Et aussi, il y a eu d'autres éléments qu'il ne faut pas occulter. Il y a eu le forum social qui n'a plus existé, mais qui a joué son rôle. Parce que quand on a fait le forum social 2 fois au Burkina, les paysans étaient représentés et il y avait eu une sensibilisation sur la question des OGM, sur la question du riz importé, sur beaucoup de questions qui concernaient vraiment la vie des citoyens. Donc tout ça, ça a contribué à un peu travailler, à réveiller un peu les gens. Donc vraiment, la manifestation, elle a vraiment concerné tout le pays. Et puis, on n'a pas vu une opposition est-ouest ethnique. Vraiment, en ce sens, on peut dire que c'est positif. Et c'est d'ailleurs pourquoi peut-être les médias internationaux se sont retrouvés, je ne parle pas de tout le monde, souvent dans les querelles en Afrique, ce sont ces éléments-là qu'on montre. Soit c'est les ethnies, soit c'est les religions, mais dans ce cadre-là, on s'est focalisé sur le fait que, les gens sont violents. On est en train de brûler les maisons d'anciens dignitaires. Faites quelque chose. Et même que quand, je me souviens, Blaise Compaoré a décidé de retirer le projet de loi sous la pression populaire, il y a eu au niveau de RFI, une interview où le journaliste dit, mais pourquoi vous voulez encore manifester puisqu'il a retiré le projet de loi? Donc c'était comme pour dire que, vous n'avez plus le droit de le faire partie parce qu'il n'est pas au terme de son mandat. Et il y avait ce discours-là. Mais les événements sont partis très vite. Et chacun a fini par se mettre à sa place. Maintenant, les forces qui sont en présence et les scénarios possibles, c'est la grande question. D'abord, on peut faire des hypothèses. Il nous faut un peu de temps pour encore bien comprendre certaines choses. Moi, je ne pense pas que la chute de Blaise n'a pas été discutée dans les milieux diplomatiques français et d'autres milieux, et qu'on a essayé de voir les scénarios possibles.
Pendant que le peuple était en action, déjà les gens ont vu venir. D'ailleurs, il y a le bruit, il y a certains qui racontent, il y a beaucoup de rumeurs, mais il faut faire attention. Des fois, derrière la rumeur, se dissimule quelque chose. Une semaine avant la destitution du président, il y a eu une information qui a circulé, je crois, au niveau de Air France, sur la possibilité d'un coup d'État. Il me semble que, si même ce n'était pas un coup d'État en tant que tel, on a tellement interpellé le président, mais les gens voyaient venir, parce que les populations se massaient de plus en plus. Et les acteurs, les diplomates en présence qui étaient là-bas ont dit au président, stop, maintenant on ne peut plus revisiter la carte. Le président était toujours tenace. Mais il y a un élément qui mérite réflexion. C'est que quand les manifestants étaient en action, entre-temps, on a entendu que le petit frère du président a été arrêté, François Compaoré. Et ça crée une liesse populaire. Les gens disent, ouf, donc c'est fini. Mais après, qu'est-ce qu'on découvre? Quand les gens ont le taux d'adrénaline a baissé un peu, on dit non, le petit frère du président est au Bénin. Qui l'a laissé partir au Bénin? Si on l'a arrêté, on ne comprend pas pourquoi il se retrouve au Bénin avec le monsieur de l'économie et des finances qui est un parent à Blaise. Ça veut dire que certainement, je dis certainement, il y a eu des conditionnalités. Tu es exfiltré, sinon ton petit frère doit répondre. Ça c'est possible, on peut imaginer des scénarios. Parce qu'il fallait, coûte que coûte, voir comment on peut le remplacer par quelqu'un. Mais c'est compliqué, on ne maîtrise plus cette foule. Et c'est donc dans ce cafouillage-là que le général Naberé Honoré, lorsque le Blaise a rendu sa démission, il a proclamé qu'il est chef d'État. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens du RSP, du régiment de sécurité présidentielle, ne veulent pas d'un responsable de l'armée au pouvoir. La réalité des choses, c'est là. Parce que entre l'armée et le RSP, il y a une contradiction profonde. Et même d'ailleurs qu'après la mort de Norbert Zongo, on a mis en place un comité des sages et le comité avait décidé de dissoudre le RSP, que c'est une force qui est une milice. Mais, donc évidemment, lorsque Naberé Honoré déclare qu'il est président, il y a de quoi inquiéter les gens du RSP qui ont tout de suite réfléchi quelle est la figure qu'on pouvait présenter. Diendéré ne fait pas l'affaire parce qu'il est impopulaire. Et on sait aussi que Naberé est impopulaire. Alors il faut mettre une figure un peu jeune, qui est le numéro 2, qui est Zida, pour essayer d'amener le calme, faire la passerelle entre les militaires et nous. Dans tous les cas, les militaires, ils n'ont pas les armes. On a tout retiré. Donc ils ne peuvent que se soumettre. Et maintenant, voir comment, pour éviter qu'il y ait des confrontations, que la société civile aussi donne son soutien. Et c'est ainsi que les gens ont dit, écoutez, si c'est pour éviter l'escalade de la violence, on va vous soutenir. Ce sont des éléments de réflexion que je mets comme ça, sans prétendre avoir le monopole de la vérité. On a pris quelqu'un qui est Zida, qui a une carrure qui rappelle Thomas Sankara, qui a un discours un peu révolutionnaire, donc qui s'est emballé le public, et tout de suite qui a dit, je suis contre l'Union africaine, je m'en fous de l'aide qu'il donne. On dit, voilà notre homme. Donc il a réussi, mais on attend la suite. Je ne dis pas que l'optimisme n'est pas permis, mais aussi il faut qu'on ait le droit au doute. Et donc ce que moi je vois, comment les choses vont se faire, il est certain que les forces françaises sont en train de voir comment sauver le dispositif déjà qui a été mis en place. On ne peut pas perdre tout ce que nous avons investi en termes militaires et tout ce que nous sommes en train de construire au niveau du Sahel, il faut préserver. Et si on ne trouve pas un homme qui fait le consensus pour amener au calme, qu'est-ce qu'on peut arriver? Si c'est ces formes vraiment de révolution violente, on peut tout rejeter. Et ça sera une perte. Donc, certainement, il y a eu des jeux qui sont des non-dits, mais je crois que toujours l'histoire finit par révéler les choses. Mais je pense que je ne vois pas comment les militaires vont dire aux forces françaises, excusez-nous, on ne veut plus vous voir ici. Ce n'est pas possible. Au contraire, s'ils le font, ils auront d'autres forces qui sont négatives sur le dos. Donc moi je pense qu'on va aller dans le sens encore du renforcement du dispositif qui est mis en place. Mais on sait que le contexte a un peu changé. Il faut voir comment composer avec les nouveaux acteurs. Et les nouveaux acteurs doivent comprendre que leur survie passe par la présence française au Burkina Faso. Je crois que c'est un peu ça. Géostratégiquement parlant, le Burkina est bien situé. Et c'est une zone qui est importante pour la France. Même avec la présence réitérée, même de la société civile, les gens ont oublié ces choses-là pour le moment. On les a occupés à autre chose. Il faut gérer la transition, il y a plein de questions à voir. Donc on n'a pas le temps de regarder ce qui va se construire. Donc c'est comme ça toujours, en termes stratégiques, les gens procèdent.
Qui sème la misère, récolte la colère. Qui sème la misère, récolte la colère. Raluro flingo toro siye pas pura kelge. Waka domino mamela no le tiwa yako. Tengi mako, ti yiswa de bon tale teng soro tugu. Ti yogo waka de pena, tengi ne mako. Ti tenga yitanere, lampramba wita me ti tenga ya ham. La kom tarantondo, ti fusa ya sabla. Tara sebre katan sebre fanya boyanga. Sumle pasaba, to dambare galigdam bastone sama. Alors, pour la solution au problème de... il ne faut pas réécrire les constitutions, le problème du CFA, la monnaie, ce sont des questions très importantes, surtout la question de la monnaie. La monnaie, on le sait, on dit que la monnaie a été créée pour être introduite dans le circuit des échanges, mais la monnaie, elle est aliénante, si on veut philosopher là-dessus, même si c'est une nécessité. L'indépendance des États passe par la monnaie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'économistes africains de l'Ouest qui revendiquent une monnaie. Mais face à ces économistes, il y a aussi cette vague d'économistes qui veut toujours démontrer qu'il y a des avantages que nous avons par rapport à l'arrimage du CFA et à la monnaie française. Mais je crois que les choses évoluent dans le sens... Moi, je reste optimiste sur ce plan. Je sais que la question de la monnaie reste de plus en plus posée. D'ailleurs, le Ghana, qui est un pays voisin, a sa monnaie. Ouais, la question dans les pays anglophones, ça se pose en d'autres termes. Et ça marche très bien pour le Ghana. Avant, quand nous allions au Ghana avec du CFA, nous étions comme des rois. Parce qu'il nous fallait, avec une petite somme, avoir un sac comme ça pour transporter de l'argent. Aujourd'hui, le CFA n'est rien au Ghana. Donc je crois qu'il faut qu'on ait le courage d'aborder la question de la monnaie. Mais concernant la réécriture des constitutions, qui sont des constitutions de type gaullienne, ça encore, ça relève un peu de nous. Je comprends au moment des indépendances, l'élite n'était pas bien formée et que c'était les colons qui étaient sur place qui ont aidé à aller vers l'indépendance. Ils nous ont aidés à mettre nos constitutions en place en calquant sur le modèle gaulliste. Mais il est évident qu'aujourd'hui, les réalités ne sont pas les mêmes et même que c'est une aberration que de continuer à calquer ces constitutions-là sur nos réalités africaines. D'ailleurs, c'est l'un de nos côtés faibles. On apprend beaucoup à l'école, mais beaucoup n'apprennent pas à repenser leur pays comme un cas. Bon, il faut donc que les enseignements que nous recevons dans nos écoles soient le reflet aussi de nos traditions, de nos aspects, de nos cultures, etc. Oui, s'il vous plaît. Je voulais savoir, concernant la possibilité pour les membres du gouvernement de transition de se présenter pour le futur gouvernement, et si c'est avéré, est-ce que ça a pu jouer sur l'attentisme des partis politiques qui ne se sont pas positionnés actuellement sur le mouvement de transition? Alors, donc, les membres du gouvernement de transition, est-ce qu'ils vont participer aux élections prévues en novembre 2015? Je crois que c'est clair dans la charte de transition. C'est dit que ceux qui occupent les responsabilités ne pourront pas se présenter aux élections. Et effectivement, ce que vous dites, il y a une vérité. Peut-être aussi que c'est ça qui a fait que c'était sans enjeu véritable pour certains partis politiques qui se sont dit qu'il faut préserver certains acteurs de la troupe pour les élections à venir. Et puis, il y en a même peut-être qui se sont dit, mais si nous avons la gestion d'un ministère et il y a des grèves et qu'on entache notre image, l'image de celui qu'on a présenté, cela va se répercuter sur le parti. Mais voilà. Moi, je suis certain qu'il y a eu cette façon de voir les choses qui a fait que, bon, on a mis du temps à vraiment choisir les gens qu'il fallait. Je sais que la copie a été revisitée plusieurs fois. Bon, il faut vous dire que même au niveau du gouvernement de transition, il y a insatisfaction. Parce que récemment, ils ont interviewé certains acteurs, ceux qui étaient réunis là dans le conseil, lors d'une réunion. Ils ont demandé leur avis, mais il est ressorti qu'il y avait une femme à qui on a demandé qu'est-ce qu'elle pense, comment elle a été cooptée là pour être représentée. Elle a dit que elle, franchement, elle n'était pas prête pour ça, elle ne sait pas, mais comme son père était un homme politique, bon, on l'a envoyé là, bon, et bon, tout laissait croire que, mais elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle doit faire. Parce qu'il faut se dire aussi que cet organe de transition doit légiférer. Il ne faut pas que ce soit des gens qui ne maîtrisent pas
même les procédures. Hein. Donc, il y a cette question qui reste posée. La preuve en est qu'ils ont mis pratiquement une demi-journée pour discuter de 2 articles. Déjà, quand ça devient un fourre-tout, il y en a qui aiment prendre la parole même s'ils n'ont rien à dire. Ben, écoutez, ça devient quoi? Pour simplement discuter sur le nom qu'on devait donner aux membres qui devaient siéger dans le gouvernement de transition, on va nous appeler députés de transition ou bien conseillers de transition. On a mis 3 heures. Ça, ce sont des éléments qui font qu'on se pose des questions. Et il y en a aussi certainement qui sont partis dans ces organes-là parce qu'ils ont caressé le rêve de marquer leur présence sur la scène et puis aussi de résoudre un peu leur question de pauvreté. En se disant qu'il y aura un salaire qui est grassement fourni. Il y a tous ces éléments. Et c'est ça justement qui constitue un peu des dangers aussi pour la période de transition. Quand on regarde les ministres, vraiment c'est de nouveaux visages. Moi je trouve que c'est bien. Mais le problème c'est que on voit de moins en moins les ministres à la télévision. Les ministres sont annoncés, on ne voit pas des ministres en activité, qui sortent, qui expliquent, qui défendent des dossiers. C'est le lieutenant-colonel Yacouba Zida qui fait les tournées dans les villes, qui va rencontrer des gens par-ci, par-là. Les ministres sont dans l'attentisme. Alors, donc moi je me demande, Michel Kafando, on ne le voit même pas faire un déplacement à l'intérieur. Il est assis, il a le portefeuille des ministères des Affaires étrangères, il a du mal à se déplacer. Donc moi, personnellement, ça me crée une situation comme s'il n'y a pas pour le moment une vision. Il faut que les gens puissent s'accorder sur un minimum dans la phase de la transition et que les ministres puissent maintenant s'approprier ça et communiquer avec la population. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de manifestations aujourd'hui. À Bobo, devant l'usine de filature, il y a des manifestations. À l'université de Koudou, il y a des manifestations. Il y a eu des manifestations un peu partout. Sur quel mot d'ordre? On ne veut pas de tel directeur. C'est ça qui vient de plus en plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on ne prend pas garde, si la société, les différentes organisations de la société civile vont continuer à faire des meetings pour demander le départ de chaque leader, etc., à un moment donné, si on ne fait pas attention, les gens vont profiter de ça. Moi, j'ai bien peur qu'on risque de donner le flanc, parce que pendant la période de transition, à peine